gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left. Mardi 21 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS et nous vous accompagnons comme chaque matin pour vous informer tout en vous divertissant. Alors comme tous les jours, vous allez retrouver les capsules quotidiennes, notamment la capsule gymnastique, le bulletin météo et également le bulletin d'information. Les mardis, c'est les chroniques de Hassan Sine avec e-administration, sans oublier la littérature avec Radi. Sarah Louia est également présente pour interroger nos différents invités qui nous accompagne ce matin. Tout de suite, je vous propose de faire un peu de gym, mais avant cela, je vous propose de suivre la météo que nous réserve Dame Nature. C'est la météo offerte par nos partenaires de la Nation. Bonjour chers amis téléspectateurs qui nous suivez sur l'émission Kenkaliba, espérant que vous avez passé une excellente nuit. Les temps forts de l'actualité météorologique cette journée du mardi, c'est un ciel couvert sur l'ensemble du pays avec une baisse généralisée des températures pendant la journée. Regardons la photo satellite du jour qui nous montre un ciel parsemé de nuages, des nuages qui abordent la partie océanique et qui continuent vers l'intérieur des terres. Ces nuages sont présents au Sénégal, en Mauritanie et une bonne partie du Maroc. Ceci abaisse d'un cran les températures pendant la journée. Ces températures justement qu'on va voir pour cette journée du mardi, à Dakar on aura un mini de 31 degrés, c'est la température la plus basse sur l'ensemble du territoire. Mais on aura des pics à Louga, à Kaffrine et à Matam de 40 degrés et des températures intermédiaires de 36 degrés à Saint-Louis, 37 degrés à Podor avec un temps couvert sur la façade ouest du territoire, 34 degrés à Ziguinchor, 34 degrés sur l'axe Sédhiou allant jusqu'à Kolda, un temps dégagé sur la partie est, sur les localités de Matam, Bakel, Tambacounda, allant jusqu'à Kédougou, à Matam d'ailleurs où on aura un autre pic de 40 degrés, 38 degrés, c'est la température la plus partagée sur l'axe Tambacounda allant jusqu'à Bakel, 4 degrés de moins, c'est-à-dire 34 degrés sur la localité de Kédougou. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est un temps couvert pendant cette journée, mais couvert plus ou moins marqué sur la façade occidentale du pays, avec des pics de température qui sont attendus à Louga, Kaffrine et Matam de 40 degrés. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces belles images menant sur le lac Rose qu'on vous dit au revoir, mais n'oubliez pas d'aller sur nos sites pour des informations beaucoup plus actualisées. Je vous laisse avec la réalisation tout en vous souhaitant une Vous l'aurez compris, une chaleur prédominera sur la quasi-totalité du territoire, des températures qui varieront entre 31 et 40 degrés. Habillez-vous en conséquence et merci à nos partenaires de la NACIM qui nous envoient quotidiennement ces prévisions. Alors, je vais accueillir à présent l'équipe du jour en attendant de faire un peu de sport avec notre coach Tandara et le coach Bou. Sarah Louia, également nos invités du jour, nous en recevons 2 ce matin et également Hassan Sine qui s'installe tout de suite. Quels sont les exercices du coach Tandara et coach Bou? C'est la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, encore une fois ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui avec l'exercice que nous vous proposons et ce sera avec le coach Beau. Alors le coach Bou, évidemment en compagnie, bien sûr du coach Do, mais également le coach Mansour. Alors l'exercice que nous vous proposons, un travail des mollets. Alors au niveau des mollets, c'est vrai que ça va toucher un tout petit peu les jumeaux, ça va intéresser aussi le solaire, mais ça va aller justement, disons que les membres inférieurs, beaucoup de parties qui seront touchées. Évidemment, quand on travaille les mollets par ricochet, il y a d'autres muscles et d'autres articulations qui donc vont être concernées. Alors, cela dit, je vais donner la parole au coach Bou. Alors bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce mardi, deuxième jour de la semaine, donc on est là aujourd'hui pour présenter notre capsule qui va porter, comme l'a si bien dit coach Tandara, le renforcement des mollets. Il a parlé tout de suite des jumeaux, des solaires, effectivement c'est les muscles qu'on va solliciter, mais ici il faut savoir que c'est une partie que la plupart des programmes d'entraînement qui sont faits ou bien des propositions d'entraînement
pour le bas du corps sont oubliés, comment dirais-je, les mollets, ils oublient des fois de les renforcer. Pourquoi ils croient que des fois, si on parle du bas, ça consiste les quadriceps, les ischio-jambiers et oublie la plupart en rate les mollets. Or, qui sont très, très, très efficaces pour pomper le sang en fonction du retour veineux qu'on doit créer pour avoir un très bon retour veineux. Parce que vous savez bien, le sang qui passe du haut vers le bas, vers les membres inférieurs, doit retourner pour avoir une même circulation compacte au niveau des poumons pour se réoxygéner. Maintenant, il faut avoir une pompe qui va favoriser cela. Et le mollet il est favorable à cela. Et vous savez bien aussi, ceux qui font les sports d'athlétique, de saut ou bien d'agilité, la plupart, ils ont besoin d'une certaine mobilité de déplacement. Les mollets sont importants là, car les sauts verticales, ils sont efficaces là-dessus. Il faut bien renforcer vos mollets. Ne les oubliez surtout pas. On est là, on vous propose juste certains exercices. À tout de suite dans les démonstrations. Merci. Déclaration d'amour. Nos invités de ce matin. On en aura deux, justement, et ils sont déjà installés sur le plateau. D'abord, Amadou Ouad, qui est le président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Vous le savez, la semaine dernière, c'était le Global Entrepreneurship Week, évidemment, la semaine consacrée à l'entrepreneuriat. Et ce matin, eh bien, on s'arrête tout simplement sur les actions et les activités de cette alliance, de la GEL, qui organise la deuxième concertation, grande concertation, justement, de la jeunesse sur le thème « Les enjeux de l'élection présidentielle de 2024, la situation économique du pays et l'exploitation du pétrole et du gaz. Quelle perspective pour la jeunesse sénégalaise ?» Et on profitera justement de cette occasion pour revenir encore une fois sur les activités qui sont menées justement par cette alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. On reviendra sur la gestion des ressources foncières pour un développement durable et inclusif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la place des jeunes? Retenez tout simplement que l'événement est prévu ce week-end, c'est bien cela. Et à ses côtés, après de longues réflexions, on va tout simplement joindre l'utile à l'agréable avec le grand carnaval de Dakar, dont l'initiatrice est sur le plateau avec nous, Fatou Kassé-Sarr, qu'on reçoit avec un immense plaisir. Elle est la directrice générale de Labelcom. Et donc, ce week-end à Dakar et à Yoff, la 4e édition du grand carnaval de Dakar démarre tout simplement. On en reparle en détail dans un petit moment. Quelles sont les innovations apportées pour l'édition de cette année 2023? Elle nous fait le point dans la deuxième partie de cette émission. Très bien, merci beaucoup Sarah. Alors, Fatou Kassé-Sarr, comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour cette invitation. Nous sommes toujours ravis d'être sur ce plateau-là. Je rappelle que je l'ai appelé à 20h pour lui dire « Fatou, est-ce que tu es au taquet pour être sur Kenkeliba ce matin ?» Oui. Elle m'a dit « Quand c'est Kenkeliba ?» On est toujours au taquet. Effectivement. Ça, alors, monsieur Amadou Ouad, je sais que c'est pas évident de se réveiller le matin de bonne heure et être à l'heure. Alors, comment allez-vous et comment va justement le domaine entrepreneurial? Alhamdulillah. Déjà, je salue tous avec qui je partage le plateau. Donc, je salue aussi Sarah, qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici en tant que président de la GELS, l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés au CICAD. C'est vrai. Oui, avec le conseil sur l'insertion de l'emploi. Et vraiment, je suis très honoré de partager avec vous le plateau. C'est un plaisir réellement partagé. Alors, avant de démarrer justement la chronique de Hassan Chine et administration, on va parler de quelques sujets, notamment football. Aujourd'hui, le Sénégal va rencontrer le Togo. Sarah? Oui, Sénégal-Togo. Ah, bien sûr, qui joue. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, on a démarré ici à Dakar avec une belle victoire sur le sud de Soudan, 4-0. Match donc aujourd'hui à 16h, Sénégal-Togo. Le match se jouera au stade de Kégué. Et Aliou Cissé a dit que ce serait un match difficile. Bon, il le dit parce qu'on ne joue pas chez nous. On joue à Lomé, évidemment, devant le public togolais. Mais on le sait, le Sénégal part favori, forcément, parce qu'on est champion d'Afrique. On a une belle équipe, on est sur une belle dynamique en ce moment. Je le disais hier en plateau. Au Togo, on est bien loin de cette belle épopée. C'était en 2002, si je ne me trompe, avec Emmanuel Adebayor, Agassa Kossi, 2006. Emmanuel Adebayor, Agassa Kossi. Ah oui, c'est ça, en 2006. C'est 2006, effectivement. Merci beaucoup, Hassan. Et de Asia Ounukaka. Il y en a plein d'autres, hein, véritablement. C'était une belle épopée, une bande de copains, comme on les appelait, qui, pour une première fois, ont offert au Togo une qualification en Coupe du Monde. Après ça, il n'y a pas eu grand-chose, véritablement. L'équipe a beaucoup de mal. D'ailleurs, si vous suivez un peu les sorties d'Emmanuel Adebayor, vous comprendrez qu'il
il y a beaucoup de difficultés au niveau de la fédération également et de l'équipe togolaise. Mais n'empêche, c'est un match de foot, c'est 90 minutes. Il faut rester concentré et ne pas sous-estimer l'adversaire. Donc, bonne chance à nos Lions. Et surtout, si on peut gagner sur un score fleuve, eh bien, on n'hésite pas. Exactement. On va jusqu'au bout. La France a fait 14-0. 14-0. On concrétise, Quand on finalise justement les différentes occasions qu'on peut avoir face au camp. C'est toute la difficulté aujourd'hui de cette équipe nationale. Oui, parce qu'on bousille trop d'occasions. Hein. On a gagné 4-0 contre le Sud-Soudan, mais si c'était 9-0, ce ne serait pas scandaleux, vu le nombre d'occasions qu'on s'est créées. On était dominateurs tout au long du match. Donc, il faut vraiment penser à convertir toutes ces occasions parce qu'il y a des matchs où ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Voilà. Donc, mais pour le Togo, j'avais même oublié que c'était aujourd'hui. Hein, tellement il n'y a pas de pression. Hein, actuellement, avec cette équipe, on est toujours sûr de l'emporter. Surtout face à des équipes avec qui on a une certaine... Histoire. Histoire une certaine revanche à prendre. Une certaine revanche à prendre, c'est vrai. Le Sénégal n'a pas rencontré le Togo depuis. Après, si, il y a eu quand même quelques matchs, non? Les deux équipes, les sélections. Je ne pense pas. Je n'ai pas à ma connaissance. Oh, bon, je me souviens plus. Je ne me souviens pas non plus. Mais je sais qu'en tout cas, 2006, ça nous a fait trop mal quand le Togo est venu arracher sa qualification. 2 buts partout ici au Sénégal. C'était triste, on était triste parce qu'on venait de 2002 où on a fait une bonne Coupe du Monde. On croyait que 2006 aussi, on allait peut-être aussi au moins participer. Et c'était vraiment la douche froide. C'est vrai. Voilà. Mais pour ce match, on reste confiant, mais on est en Afrique. Et il y a toujours des surprises, donc attention. Tout peut arriver. Attention, tout peut arriver. Attention. Il ne faut pas être trop confiant non plus. Alors, Fatou, aujourd'hui... vous regardez, j'imagine bien, le foot, l'équipe nationale. On va rencontrer le Togo en phase de qualification pour le mondial. Bon, je regarde le foot. Je fais partie de ceux qui supportent l'équipe nationale à fond, hein, quand il y a des grandes compétitions. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis admirative de cette jeune équipe qui a su nous faire rêver au-delà, et surtout de notre coach sénégalais. Aliou Cissé, qui a su mener notre équipe aussi haut. Effectivement, El Tactico, comme on aime bien l'appeler. Alors, M. Amadou Wade, Sénégal, Togo. Ouais, bon, je pense que le Sénégal va gagner, parce qu'aujourd'hui, le Togo n'a plus de grands joueurs comme Adebayor et autres. Donc aujourd'hui, nous, notre challenge, c'est sur le plan mondial, mais sur le plan continental, je pense que le Sénégal est largement meilleur par rapport aux autres équipes. C'est vrai qu'on est champion d'Afrique. Oui, on aura l'occasion d'ailleurs de le prouver encore pour 2 mois, c'est ça. C'est en février, la CAN. Non, c'est en janvier. En janvier, la CAN en Côte d'Ivoire, voilà. Effectivement, et donc on va mettre en jeu ce titre de champion d'Afrique. On va passer à un tout autre sujet, mais on reste quand même dans le domaine du football. Une bonne nouvelle pour une de nos consoeurs qui est au niveau de la radio. Il s'agit de Fatou Dom Diouf, qui est à Radio Sénégal International, qui a intégré le jury des CAF Awards 2023, Sarah Louia. Oui, Ndeye Dom Diouf, félicitations à elle, c'est mérité quand on connaît sa rigueur et son professionnalisme. Pour ceux-là qui ont eu l'occasion évidemment de la côtoyer, de travailler avec elle, une ancienne, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps qu'elle est dedans, dans la radio et dans le sport. Véritablement, ça fait plaisir de voir que les organisateurs ont porté leur choix sur elle. Ils ne se sont pas trompés. J'ai eu l'occasion de travailler étroitement avec elle et de mieux la connaître au Cameroun, parce qu'elle était évidemment de cette épopée qui nous a conduit au titre continental. Et je peux vous dire, dans la rigueur, véritablement, c'est un exemple. Donc, félicitations encore une fois à elle. C'est un honneur finalement pour toute la RTS, j'allais dire. Et le jour de la finale, alors, pour vous dire, ça, c'est une petite anecdote, elle s'en souviendra. Nos chambres étaient côte à côte. Alors, vous imaginez la pression et le stress, c'est Sénégal-Égypte. Et à un moment, on n'en pouvait plus. Je sors de ma chambre et je vois qu'elle a laissé sa porte ouverte et elle avait mis la chanson de El Hadj Diouf. Gaïdé Ndiaye. Et je me rapproche d'elle et je dis, elle me dit, ça va aller, je suis confiante, on est bon.
Et De très bons pronostics finalement. Exactement, et on est revenu avec justement ce titre de champion d'Afrique qui sera mis, on va dire, en compétition au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'en profite pour saluer Eric Niako qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire quotidiennement. Alors, on va poursuivre sur le conducteur avec la rubrique e-administration, c'est celle de Hassan Sine. Alors Hassan, ce matin, tu démarres ta chronique avec la révision du plan national de géomatique avec le DG de l'ANAT. Alors c'est l'un des sujets, des objectifs de ces journées nationales de la géomatique qui démarrent aujourd'hui au Radisson avec tous les acteurs de l'écosystème réunis autour notamment du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation sur la géomatique, un groupe donc qui gère le plan national géomatique et qui est dirigé par le directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum, mais où on retrouve aussi d'autres acteurs de cette thématique très large comme l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, l'ANAT, le CSE, Centre de suivi écologique, pour n'en citer que cela. Donc aujourd'hui, premier thème à développer dans ces journées, donc la révision du plan national géomatique. Cette révision du plan national géomatique est très importante et c'est le directeur de l'ANAT qui nous en parle dans ce premier élément. Aujourd'hui, notre quotidien. Ah oui. Oui, tout à fait. Écoutez, bon, je trouve toute cette initiative autour du numérique, de l'entrepreneuriat des jeunes particulièrement importante. Ouais. Oui, parce que comme le dit Sarah, donc le numérique, c'est pas uniquement surfer sur les réseaux, créer des sites internet, etc. Il faut penser au métier, il faut voir loin, penser aux métiers d'avenir, pour permettre, en tout cas au Sénégal, d'avoir une jeunesse en avance. En avance et surtout engagé. Je sais que les jeunes ont beaucoup de talent et nous devons de leur donner de la valeur. J'aime bien cette phrase. phrase. Parler de GPS, ça m'a fait sourire un peu. Pourquoi Tu te souviens c'est un homme des cavernes. Mais il a changé maintenant. Je vous assure. Il y avait deux camps. Défense. Il a changé maintenant. Mais dans le bus, il y avait deux camps. Il y avait un camp GPS et l'autre qui disait le GPS, ça ne conduit à rien. En Afrique, ça ne marche pas. Et l'autre qui disait non, avec le GPS, on arrivera à bon port. Hassan, tu racontes la suite? Il y avait un baobab. Les modernistes ont gagné. Très bien. Malgré le baobab. Voilà. On a dû faire demi-tour, mon cher Hassan. On a fini. Légèrement. Très légèrement. En fait, on était presque arrivés, mais comme il y avait un grand baobab au milieu de la route, le GPS, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a pas pris compte du baobab. Possibilité d'avancer. Donc, on a dû faire demi-tour et demander un peu à gauche, à droite aux gens où est-ce qu'on pouvait trouver ceci. Ça, c'est bien une Badarakane tout craché. Mais c'est un outil qui marche et qui aide beaucoup quand même, il faut le reconnaître. Exactement. Surtout avec ces nouvelles start-up pour certains. Absolument, aujourd'hui. Et ça marche, il ne faut pas croire quand on dit en Afrique ça marche. Ça marche. Ça marche très bien. Très bien. Et la preuve aujourd'hui avec ces jeunes qui ont créé le courvoiturage, avec justement ces GPS, on vient nous chercher jusqu'à devant chez nous et on nous amène à destination grâce au GPS. Alors je laisse terminer ta chronique. C'est parfait. Les différentes réactions sont vraiment revenues sur les enjeux de ces journées-là qui touchent vraiment le domaine de l'entrepreneuriat parce que la donnée, c'est une mine d'or en fait. On en a tous besoin, notamment pour l'entrepreneuriat. Et c'est pas pour rien que le thème de ces journées, c'est la géomatique au service des territoires d'abord, ensuite de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'innovation. Et donc, avec le lancement du projet Scène Spatiale, le lancement du master en géomatique et la révision du plan national géomatique, sans oublier la modernisation de l'infrastructure de données géospatiales, parce que la principale réalisation du plan national géomatique, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure de données géospatiales gérée par Sénégal Numérique avec ses différents partenaires. Et pour beaucoup plus d'informations sur cette infrastructure, vous pouvez aller sur la plateforme GeoSénégal. Vous trouverez
la base Géo, par exemple, qui vous donne plein d'informations sur les données nationales qui peuvent vous aider dans votre entrepreneuriat, par exemple. Merci beaucoup, merci pour ta belle chronique de ce matin. Journée nationale de la géomatique, c'est aujourd'hui? Donc, au Radisson. Au Radisson, et justement, ces jeunes peuvent s'inscrire pour pouvoir participer à cette journée qui sera beaucoup riche, hein, notamment en termes d'entrepreneurial et également pour justement connaître tous les métiers qui gravitent autour de la géomatique. Dis-moi. Exactement. Il y a aussi le foncier qui est un des principal thème. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est pour ça que je ne suis pas revenu là-dessus aujourd'hui, avec le PROCASEF, le projet cadastre pour la sécurisation du foncier, donc, qui est un des invités phares donc, de ces journées-là, avec l'appui de l'ambassade de France. Merci beaucoup Hassan Sil, merci pour ta belle chronique. On va passer tout de suite à la rubrique invitée avec la grande Sarah Louia Senghor. La Grande Royale. Sarah Louia, on commence par Amadou Wade, président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders au Sénégal. C'est à toi. Merci beaucoup, ma chère Anta. Tu me taquines un peu. Grande par la taille, en tout cas. Mais j'ai le minimum qu'il faut. 1m50 ? Ah, beaucoup plus. Quand même. J'ai passé 1m60. On va tourner vers 62 par là. C'est déjà pas mal, non? Allez, on va être gentil. On va dire 65. 65, voilà, c'est ça. On va être un gentil. peu trop gentil. On va être gentil, on va dire 65. Mais c'est tant mieux. Les gens qui sont petits de taille vieillissent bien. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, je prends. Je suis preneur. Ça me rappelle le tassou que je ne vais pas répéter ici en Wolof. Ah oui? Non, je ne vais pas répéter. On en reparlera à la fin. Et je pense que je vais donner le tassou à la fin de l'émission. Dis-moi tout, Sarah. Amadou Wade, qui est donc notre premier invité pour répondre à nos questions, avec un sujet évidemment qui nous interpelle tous, puisqu'on parle de jeunesse. Je rappelle qu'il est le président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, l'AGELS, qui organise la 2e édition de la grande concertation de la jeunesse. Alors, d'abord, présentation évidemment de cette structure que certains découvrent ce matin. L'AGELS, c'est quoi? C'est qui? L'AGELS, c'est une association de jeunes nommée Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal. Nous l'avons créée en 2018, après un constat au Sénégal, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, sont des stagiaires et parfois, ils ne sont pas embauchés. Donc, ils sont des stagiaires de 2 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, après, ils n'ont pas de contrat. Et beaucoup d'autres jeunes aussi ont des initiatives, ont des projets, mais ne savent pas comment trouver des financements, comment réaliser leurs projets. Donc moi, personnellement, je me suis retrouvé avec des amis. Je leur ai dit pourquoi ne pas prendre l'initiative de s'engager dans l'entrepreneuriat, dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, même si on ne peut pas financer, mais au moins inciter les jeunes. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais inciter certains à entreprendre dans des domaines bien précis. Donc, et l'engagement citoyen, c'est-à-dire que nous avons vu un type de jeunes et nous nous sommes dit que nous allons changer cela, c'est-à-dire que nous sommes en train de prôner l'engagement citoyen, c'est-à-dire que tu peux réclamer tes droits, tu peux dire ce que tu veux, tu peux proposer tes idées, mais dans un cadre bien concis et faire ça de manière très pacifique. Donc c'est pour cela qu'on dit Alliance des jeunes leaders et entrepreneurs. Leadership, entrepreneuriat et citoyenneté. Et donc, le domaine du leadership aussi nous permet d'intégrer certaines activités, d'être invités aussi parfois par l'État du Sénégal dans certaines de ces initiatives, comme les conseils départementaux de la jeunesse, conseils sur l'insertion. Donc, vous êtes un interlocuteur pour l'État du Sénégal quand il faut parler des questions de jeunesse, c'est ça? Il y a pas mal d'activités que l'État organise. Nous sommes invités et nous avons eu l'opportunité aussi de parler au président par rapport aux institutions mises en place par l'État du Sénégal pour accompagner les jeunes. Et quand on organise des activités aussi, il y a les autorités étatiques qui sont présentes pour discuter avec les jeunes et faire passer la bonne information. L'AGELS aujourd'hui, c'est à peu près combien de membres et comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez des antennes régionales? Oui, nous avons des antennes régionales parce que nous avons eu à faire pas mal d'activités dans les régions. 4 à 5 régions, Saint-Louis, Diourbel, Louga, Thiès. Parce que parfois on fait des activités sociales, on fait des remises de dons, on fait des séminaires de formation. Donc nous avons beaucoup d'antennes. Nous avons à peu près 3000 membres qui sont regroupés autour de notre base de données. Et des adhérents aussi, c'est-à-dire que ceux qui nous suivent à travers
les réseaux sociaux et qui accompagnent la GELS et qui participent parfois à nos activités aussi. C'est des cotisations pour les membres ou lorsque vous organisez des activités, c'est des partenaires qui vous accompagnent. Comment vous financez vos différentes actions? Donc pour nos activités, en grande partie, c'est les partenaires, les parrains qui accompagnent, donc les institutions de l'État qui accompagnent nos activités pour la réussite. C'est ça, ils participent financièrement. Alors, est-ce que vous avez... Vas-y, Anta. Est-ce que vous avez essayé, ou si vous faites partie du consortium Jeunesse Sénégal, qui aujourd'hui regroupe toute association qui touche vraiment cette couche de la jeunesse sénégalaise? Le consortium m'avait contacté, je pense, sur LinkedIn. Peut-être on va essayer de voir comment travailler avec eux. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans le consortium, mais nous suivons leurs activités aussi. Très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure quand vous avez consulté justement sur les différents outils mis en place par l'État pour accompagner les jeunes. Vous êtes le président de la GELS et je vous pose la question à vous. Comment jugez-vous, appréciez-vous ces outils, leur accompagnement? Est-ce que véritablement, à votre avis, c'est efficace? Bon, il y a toujours un travail qui reste à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines institutions travaillent, peut-être d'autres. Les jeunes n'ont pas accès à l'information. Aujourd'hui, il y a la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, donc qui a essayé de numériser ces projets, ces initiatives. Peut-être certains jeunes n'ont pas accès à l'Internet, d'autres n'ont pas accès aux plateformes. Et tu entends toujours des jeunes dire qu'ils n'ont pas accès au financement, ils ne savent pas comment avoir des financements, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le budget de ces institutions ne peut pas couvrir tous ces jeunes-là. Donc, il y a beaucoup de demandeurs, mais l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire essayer de voir c'est quoi le véritable problème et essayer de créer aussi des emplois. C'est-à-dire que ne pas miser tout aussi sur l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais voir avec les institutions comment diversifier. Je pense que c'est ça le rôle du 3FPT, donc la formation pour des formations professionnelles et techniques, afin de donner aux jeunes d'autres opportunités de formation afin qu'ils puissent avoir des compétences techniques. Mais il y a toujours un travail à faire. C'est vrai que nous avons travaillé avec le FONGIP. Nous saluons au passage Mme Tresfei Diouf et son directeur des opérations, M. Tal, qui a accompagné certains jeunes de la GELS. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes disent que le travail n'est pas satisfaisant et tout. Donc beaucoup de jeunes font des critiques. Donc maintenant, il faut prendre ces critiques en compte et évaluer aussi le travail de ces institutions. Et dans ce contexte-là, vous, qu'est-ce que vous faites pour justement accompagner ces jeunes-là de manière concrète, les activités que vous avez eu à organiser au-delà justement de cette concertation, par exemple? Par exemple, au mois de janvier passé, le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat numérique, c'était une occasion de donner les jeunes la bonne information. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de désinformation visant les jeunes. Donc aujourd'hui, on fait croire à certains jeunes qu'il n'y a pas d'opportunité dans le pays. Et c'est ce que malheureusement les jeunes croient à ces genres de choses. Et peut-être c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'immigration clandestine. Mais je pense qu'il y a des opportunités au Sénégal. Maintenant, peut-être tout le monde ne peut pas réussir ici, mais il y a des institutions qui sont là. Aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que les jeunes puissent avoir la bonne information. S'ils ont des projets, on peut leur aider à faire leur business plan, on peut leur aider à réaliser le projet. On ne peut pas promettre des financements. Nous sommes une association à but non lucratif, mais c'est-à-dire que nous allons les mettre dans la bonne voie, les mettre en relation avec l'État, que ce soit Sénégal Numérique SA, que ce soit FONGIP, que ce soit 3FPT, que ce soit ADP, c'est-à-dire accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir des financements. Maintenant, peut-être on peut avoir des partenaires privés aussi qui pourront aider ces jeunes-là à réaliser leur projet. Vous êtes une association à but non lucratif, apolitique également? Apolitique, oui. À 100%? À 100%. Votre engagement citoyen, comment est-ce qu'il se traduit? Bon, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y ait des activités au Sénégal, à chaque fois qu'il y ait des échauffourées, à chaque fois qu'il y ait des choses qu'on doit parler, nous, on est là. En 2021, nous avions organisé une journée pour lutter contre l'immigration clandestine avec le projet Leral Migration. C'était avec des Allemands. Donc, au passage, je salue Serine Salibé qui avait fait la coordination.
Donc, nous avons parlé de l'immigration clandestine. Nous avons manifesté. Aujourd'hui, nous avons dit que l'État doit prendre ses responsabilités de lutter contre l'immigration clandestine, même si aussi il y a un pourcentage qui concerne un aspect social de ces jeunes-là qui prennent des pirogues pour aller en Europe. Mais aussi, nous organisons des activités citoyennes comme les 7-7 pour lutter contre l'insalubrité au Sénégal et aussi faire des dons aux prisonniers, sensibiliser les jeunes. Donc, à chaque fois qu'il y a des sujets qui concernent la jeunesse, nous sommes présents, nous faisons des activités et nous parlons aux jeunes aussi à travers nos plateformes. Bon, ma question, elle était liée à l'immigration irrégulière, le terme qui a aujourd'hui muté vers justement une immigration irrégulière. Ce que vous faites, mais vous y avez déjà répondu. Hassan, une question? Moi, j'ai une question par rapport au recrutement des membres de votre association. Les jeunes, c'est large. La NSD nous a dit la semaine dernière que plus de la moitié de la population. Plus de la moitié de la population, à moins de 19 ans. Oui. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat dans divers secteurs différents. Donc, comment vous faites pour les toucher? Quelles sont vos méthodes particulières que vous utilisez pour intéresser le maximum de jeunes dans votre association, mais aussi dans l'entrepreneuriat? Et surtout les canaux de communication avec les outils, voilà. Exactement. Je pense que la première astuce déjà, c'est le digital, les réseaux sociaux, et pour toucher les jeunes, parce que nous avons des pages, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur Twitter aussi. Et bon, c'est vrai que l'association ne peut pas regrouper tous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'autres associations de jeunes au Sénégal, mais nous, à travers nos activités, à travers nos vidéos, à travers nos activités régionales, nous faisons de notre mieux pour toucher le maximum de jeunes. C'est-à-dire que pas mal de jeunes, comme ces genres d'activités, permettent aux jeunes d'intégrer l'association. Donc aujourd'hui, il y a 400 jeunes qui se sont inscrits pour venir à notre prochaine activité. Oui, mais c'est sur invitation, justement. Là. Oui, c'est sur invitation. Ça veut dire que vous triez ou pas? Non, nous avions mis à la disposition des jeunes un lien Eventbrite pour s'inscrire. Donc, en deux semaines, le lien était déjà plein. Ça veut dire que la demande est forte, que beaucoup de jeunes veulent venir. Voilà. Quels sont justement les objectifs de cette grande concertation que vous organisez? Et puis bien sûr, vous allez discuter, mais les conclusions de ces échanges, où est-ce qu'elles iront? À qui est-ce que vous les remettrez? Déjà, à chaque fois qu'on ait des activités, après on fait un rapport qu'on dépose au ministère de la Jeunesse. Je ne sais pas s'il y a des suivis ou pas, mais depuis le ministère de Nénétal, à chaque fois qu'on termine des activités, il y a un rapport d'activité. On dit qu'on a parlé de ça, on a parlé de la citoyenneté, de l'entrepreneuriat. On dépose à la direction de la jeunesse. Pour cette activité aussi, on va parler des enjeux de l'élection présidentielle de 2024. On ne va pas venir, notre association est apolitique. Et vous n'êtes pas approché par... parce que c'est une association, vous êtes quoi, à peu près 3000? Oui. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? Oui, forcément. Donc, même quand il y a des candidats qui vont probablement vous faire la cour, non? Mais bien sûr, même quand hier un candidat a vu ma publication, donc m'a appelé directement pour me demander de collaborer et tout, je lui ai dit que voilà, aujourd'hui, si je collabore avec si on intègre un parti politique, c'est-à-dire que un travail de 5 ans, on met après un travail de 5 ans. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus confiance. Voilà, c'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est de sensibiliser les jeunes. C'est-à-dire qu'on peut bel et bien parler, on peut bel et bien partager nos idées sans pour autant lancer des prières, sans pour autant saccager des biens privés ou publics. Donc on peut, dans des cadres, on peut se parler entre jeunes. C'est pour ça qu'on dit la concertation de la jeunesse. On va parler de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on attend des candidats? On doit voter pour un programme, pas voter aujourd'hui parce que sans pour autant savoir pourquoi on vote pour la personne. Aujourd'hui, nous, on prône la bonne gouvernance au Sénégal. Je pense que nous sommes dans une bonne phase de transition. Donc le prochain président doit avoir les capacités aujourd'hui de porter le Sénégal vers un développement futur. C'est pour cela qu'on a mis aussi le thème l'exploitation du pétrole et du gaz, parce qu'en 2024-2025, je pense que ça va venir. Donc le prochain président
a des responsabilités, a des engagements à prendre avec le pays et ne doit pas être quelqu'un qui sera là juste pour être là, mais quelqu'un qui doit porter le Sénégal vers un autre niveau. Très bien, Fatou Kassessar, une belle initiative de faire entendre finalement la voix des jeunes qui est souvent mal comprise. Oui, tout à fait, d'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, il me semble que l'ANSD, les chiffres, je crois que c'est environ 79% de la population à moins de 35 ans, à peu près. 70%. 70%, voilà. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc toute cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'on en fait? On voit beaucoup qui prennent la mer, voilà, avec le slogan Barça ou Barça. Donc de voir ce type d'initiative-là, vraiment, il faut les encourager. Des jeunes qui se fédèrent, voilà, pour s'organiser et pour... excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Mais boire du quinquilibre, oui. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. Excusez-moi, juste avec le quinquilibre de notre quatrième national. Je reprends, il est 7h20. Allez-y, Fatou. Oui, donc de voir ces initiatives-là, il faut les encourager. Surtout, d'après ce que je comprends, vous êtes organisé aussi à travers le Sénégal, au niveau régional. Donc ça veut dire peut-être aller vers des populations qui n'ont peut-être pas forcément l'information. Et en tant que jeune, je pense qu'aller vers aller vers d'autres jeunes, de cette manière-là, peut renforcer la citoyenneté et l'engagement. Et peut-être que je vais faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la géomatique. Je me dis qu'en faisant le lien avec l'entrepreneuriat des jeunes, le fait de pouvoir cartographier des terroirs peut aussi aider à identifier des opportunités pour justement ce type d'association-là qui maille un peu le territoire, pour qu'ils puissent repérer des opportunités d'entrepreneuriat, en fait. Et après, il faudra les accompagner, comme vous dites, de manière... mais c'était ma question. J'allais dire, véritablement, est-ce que vous n'êtes qu'à Dakar? Parce que les problèmes que rencontrent les jeunes, c'est partout. Et aujourd'hui, en Taladi, l'immigration irrégulière, c'est véritablement une saignée. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour stopper cela. Et la voix des jeunes compte dans cela. Donc, on connaît les zones de départ. Vous auriez pu tenir ces concertations, justement, dans ces zones-là pour parler directement à ces jeunes. Mais bien sûr, en 2024, je pense qu'on va faire nos concertations dans les régions et espérons avoir les moyens parce qu'une association, c'est toujours difficile d'avoir les moyens pour organiser. Il faut instaurer des cotisations. Mais Inch'Allah, on fera de notre mieux, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va vous suivre de très près et surtout continuer à sensibiliser ces candidats à l'immigration irrégulière. Je pense que c'est un sacerdoce aujourd'hui que vous devez aujourd'hui mettre c'est-à-dire porter et au-delà de ça, pouvoir capter cette jeunesse-là, parce que c'est des budgets au final qu'on met justement à la disposition de ces personnes qui font voyager et ils peuvent entreprendre avec ces budgets-là. Alors, on va passer tout de suite au clip du jour. On se retrouve juste pas un trait de caractère, mais c'est plutôt une évolution de la vie, c'est ça? C'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Vous êtes en direct sur la Une, mais également sur nos plateformes digitales. On a reçu beaucoup de messages ce matin. Samba Guissé qui dit « Oui, la grande royale » et qui dit également « Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller ». Il dit « Faites quelque chose et si ça ne fonctionne pas, essayez encore autre chose. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour, mes chers jeunes. » Alors c'est un message justement à votre endroit. Également un autre message que nous avons reçu sur les différentes plateformes digitales, c'est celui de Eliman Racine Khan qui dit « Attention, la grande royale est ma grand-mère » du livre L'aventure ambiguë de son vrai nom, Binta Racine Khan. Alors je vous propose tout de suite de suivre le bulletin d'information. Merci beaucoup encore une fois à Amadou Ouad d'avoir répondu à notre invitation. Dans la seconde partie, Hadi prendra votre place pour sa rubrique littérature. Tout de suite, quelles sont les informations du jour avec le bulletin d'info proposé par la rédaction de la RTS. Dans le dialogue entre l'Allemagne et l'Afrique, le Sénégal est forcément en première ligne.
À Berlin, cette réunion du Compact est l'occasion d'évoquer les acquis et dégager les perspectives de renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements. Dans les discussions et échanges de haut niveau, le président Macky Sall rappelle les potentialités du continent. L'Afrique, c'est 54 pays, avec toutes les nuances, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. C'est aussi 1,3 milliard d'habitants, avec un marché important de middle class, autour de 300, bientôt 400 millions de consommateurs. Donc c'est un marché important. Sur un continent aussi vaste qui fait 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Moi, pour aller en Afrique du Sud, à Cape Town de Dakar, j'ai fait 9 heures de vol direct. Pour venir en Allemagne, hier, j'ai fait 6 heures. Vous voyez la différence. Et 9 heures, je ne suis même pas en Égypte encore. Si c'était entre le Caire et le Cap, je ne sais pas combien d'heures ils font. C'est peut-être vers 11 heures de vol. Donc c'est un vaste territoire qui a besoin d'être construit. Et pour le construire, il faut une mobilisation globale entre Africains et autres partenaires. Et moi, je suis convaincu que tous les partenaires ont leur place en Afrique. Puisqu'il nous faut construire des chemins de fer. Ça fait partie de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons les chemins de fer électriques et nous avons donc énormément de potentiel dans ce cadre-là. L'investissement est donc propice en Afrique. Seulement, il faut identifier les contraintes. C'est l'un des défis. Nous devons, si nous voulons renforcer les résultats du Compact Africa que la République fédérale d'Allemagne a lancé en 2017, le Sénégal se réjouit d'être membre de cette initiative depuis le début, c'est de voir quelles sont les contraintes qui doivent être levées pour renforcer l'investissement en Afrique, l'investissement et le commerce. La première contrainte, c'est la cherté du crédit. Quand quelqu'un veut investir en Afrique, il va être affronté toujours au même problème de la perception sur le risque d'investissement en Afrique. Et ce fait est dû au système de notation qui sont appliqués aux pays africains de façon non distinctive. On dit c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique, bon, on met des coefficients. Et puis, ça se traduit donc par une nécessité de prendre des primes d'assurance très élevées. Y compris lorsque nous faisons appel à vos ECA, donc les agents de crédit export, comme Hermès ici en Allemagne, comme UKEF ou comme la BPI en France, etc. Le crédit devient cher du fait des primes d'assurance qu'on y ajoute qui peuvent aller jusqu'à 15%. Donc ça, c'est un vrai frein pour le développement de l'investissement et du commerce entre l'Allemagne, l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, et de façon globale, un frein pour l'activité en Afrique. Dans une Afrique qui bouge, il y a énormément d'opportunités pour l'investisseur allemand. La conviction du chancelier Olaf Scholz est que l'Allemagne et l'Afrique peuvent aller loin dans leur coopération. Il y a encore énormément d'opportunités à saisir. C'est le but de l'exercice qui devra aboutir à un partenariat mutuellement bénéfique. Un budget consolidé est réparti dans 4 programmes du département ministériel de l'environnement et du développement durable. La déforestation et la dégradation des terres occupent l'essentiel des affectations financières, avec plus de 30 milliards de francs CFA sur les 48 milliards d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Un arbitrage budgétaire qui s'explique par l'ampleur des pertes de ces ressources naturelles. Les programmes relatifs à la conservation de la biodiversité, les pollutions et la gestion administrative ont aussi reçu des dotations financières. Dans les discussions générales, les députés ont signifié à l'autorité de tutelle leur intérêt sur la question de l'environnement au Sénégal. Compte tenu de l'urgence climatique, le ministre de l'Environnement a été saisi sur la dégradation des sols dans les zones d'exploitation minière, notamment dans la région de Thiès, d'autres difficultés relatives à l'activité industrielle des ICS ou encore
la nécessité de protéger les forêts et tout autre espace vert ont été soulignées. Des interpellations sur fond de moyens financiers et humains adéquats pour y faire face. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a exprimé sa volonté à aller de l'avant et d'y apporter des solutions idoines. Les députés ont par la suite approuvé à une majorité écrasante cette ligne budgétaire de plus de 48 milliards de francs CFA. À la base navale Amiral Faye Gassama, le ministre des Forces armées a été accueilli par le chef d'état-major de la Marine nationale. Dernière étape d'une visite marathon. Après les honneurs, ce dernier a eu droit à un exposé avec tout l'état-major de la Marine nationale. Tirant les enseignements de la visite, Maître El Hadj Omar Youm se dit satisfait de notre armée. J'ai pu voir le niveau d'augmentation des effectifs, ce qui me paraît extrêmement important. Nous étions dans des effectifs autour de 11 000 hommes vers les années 2012-2013. Aujourd'hui, nous sommes presque à plus de 2 fois l'effectif qui était là. Avant cette dernière étape, le ministre des Forces armées était l'hôte de l'état-major de l'armée de l'air. Dans cette entité, il a eu droit aussi à un exposé sur les missions. Après la séance de travail, le ministre des Forces armées a visité des locaux où la surveillance aérienne se fait au quotidien, ce qui lui a permis d'avoir une idée du travail abattu par l'armée de l'air, avec des équipements modernes pour accompagner la montée en puissance de cette entité. Je pense que donc la montée en puissance sur le plan des effectifs, mais aussi sur le plan de l'acquisition de matériel de dernière technologie est une réalité qui doit permettre à nos forces de défense et de sécurité, particulièrement nos forces armées, de pouvoir jouer le rôle que nous attendons d'elles, un rôle de protection de nos territoires et aussi un rôle d'implication dans la sécurité et la sûreté des populations et de leurs biens. Auparavant, Maître El Hadj Omar Youm a démarré sa visite par l'état-major de l'armée de terre. Ici, le ministre des Forces armées s'est entretenu avec le commandement de l'état-major. Aussi, il a eu droit à une explication des missions de l'armée de terre, mais surtout sa composition en termes d'effectifs et de moyens pour la défense du territoire national. La rétinopathie diabétique, une complication liée au diabète mal équilibré dans le temps, elle est due à des lésions de vaisseaux sanguins dans le tissu au niveau du fond de l'œil. Qu'est-ce qui favorise la rétinopathie? C'est la durée du diabète quand elle est supérieure à 5 voire 10 ans. C'est surtout le déséquilibre dans le temps du diabète, et ça c'est important que les diabétiques le comprennent. Plus ils sont déséquilibrés dans le temps, plus ils sont exposés à cette complication. L'autre facteur favorisant, c'est l'hypertension artérielle et le fait de baisser rapidement la glycémie chez les diabétiques, ce que nos collègues diabétologues doivent bien comprendre. Un patient ne doit pas quitter, par exemple, 3 grammes ou 4 grammes et aller en quelques jours à 1 gramme. La rétine ne supporte pas ces conditions. Mais la prévention est un facteur important dans la prise en charge précoce afin d'éviter toute complication. Tout diabétique doit bénéficier d'un examen ophtalmologique, voire un fond d'œil chaque année. Il existe une autre complication au niveau de l'œil due au diabète. L'édème maculaire, à savoir qu'on peut dire de l'eau qui s'accumule dans le centre, dans l'organe qui est responsable de la vision centrale. Et dans le monde, ça fait partie des principales causes de cécité chez les diabétiques. Donc si le diabète n'est pas pris en charge, une rétinopathie n'est pas prise en charge par le diagnostic, le traitement, le risque de cécité est là. Vu le nombre sans cesse croissant de diabétiques pris en charge à l'hôpital Abass Ndao, particulièrement au centre Marc Sankalé, le service d'ophtalmologie a été doté d'équipements modernes. Quand j'étais assistant, je suis venu une fois faire un exposé en Wolof pour expliquer le problème de la rétinopathie diabétique. Chacun a son destin. Je ne savais pas à cette période que je serais chef de service d'un centre. Donc quand je me suis installé ici à l'hôpital Abass Ndao, évidemment, on savait qu'il y avait un gros recrutement de diabétiques. Donc nous avons insisté sur des moyens de diagnostic modernes du diabète par des photographies, des angiographies et surtout la tomographie en cohérence optique. Ce centre a très tôt pu développer ça au niveau des diabétiques et surtout, élément important, le rendre accessible. Il faut diagnostiquer, certes, mais il faut également proposer aux malades des traitements accessibles, innovants et modernes.
On a voulu rendre le traitement aussi accessible aux diabétiques qui n'ont pas forcément souvent de gros moyens. Le laser est très accessible ici à ces populations de diabétiques à un coût qui est très abordable. Ils peuvent bénéficier dans certains cas compliqués de décollement de rétine d'une chirurgie vitréo-rétinienne. Et les diabétiques en cas d'œdème bénéficient de ce qu'on appelle des injections anti-VEGF. Ces injections sont très chères, les produits, et ce que ce centre a trouvé comme moyen, c'est de les regrouper, de faire qu'au lieu qu'un malade achète un flacon, les malades, 10 ou 15 malades se partagent un flacon, ce qui fait qu'ils ont le traitement à moindre coût. Les complications ophtalmologiques liées à un diabète mal équilibré peuvent entraîner la cécité. Or, cela peut être évité lorsque le malade équilibre son diabète et fait son contrôle annuel. D'informations proposées par la rédaction de la RTS. Khadi nous a rejoint en plateau. Khadi, bonjour. Bienvenue. Bonjour Alta, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un ouvrage. Voilà, c'est un recueil de poèmes qui s'intitule Souffle d'autres cœurs et c'est de Patron Enekou. Très bien, je sais que bon, tu adores les recueils de poèmes. Sarah, on fait inviter avant. T'avais déjà démarré, je pensais que c'était tout de suite. Ça dépend de vous, Madame Anta. Alors, on va faire Khadi. On va faire Khadi avant de passer à la rubrique invitée. Alors, on va commencer justement avec l'ouvrage. Avant cela, tu nous parles de l'auteur. Voilà, il est togolais et enseignant-chercheur au département d'anglais à l'université de Lomé. Il est auteur de 5 ouvrages. Très bien. Qu'en est-il de l'auteur? De l'œuvre. De l'œuvre. Alors, c'est un recueil de poèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 18 pages paru aux éditions Awoudou. Alors, sur le titre, on peut faire un lapsus en disant souffle d'outre-mer. Alors là, il remplace mer par cœur. Il utilise donc un procédé, ou bien une figure de style qui s'appelle la synecdoque. Et il compare le cœur à la mer. Le cœur étant aussi vaste que la mer avec ses dérives, pour dire tout simplement qu'il fait allusion à l'amour, à la déception, mais également à l'immigration clandestine. Justement, il utilise encore une autre figure de style qui s'appelle la prosopopée. Alors, il fait parler un mort, et ce mort-là, c'est un migrant qui a péri donc au fond de l'océan et qui envoie des lettres à sa destinée. Alors, je vous propose de regarder le premier extrait. Patron Enekou revient sur ce qui l'a poussé à écrire cet ouvrage. Regardons. De cette première partie du recueil, Souffle d'autres cœurs est né du drame qui est survenu en 2013, je crois, lorsque un bateau de fortune a chaviré au large des côtes de Lampedusa et 365 ressortissants de l'Afrique subsaharienne ont péri. Et donc, c'est un drame qui m'a interpellé et j'ai écrit la première partie de ce recueil en créant un personnage qui a échoué justement à la traversée, quelqu'un qui représente les 365 personnes qui ont péri dans ce drame et qui, du fond des océans, envoie des courriers à sa dulcinée, à sa mère patrie, pour à la fois témoigner de l'amour, de cette nostalgie de l'avoir quitté, mais aussi de l'attachement qu'il y a une fois loin de cette mère patrie. Voilà. Et les chiffres romains, les lettres d'abord c'est des courriers, et les chiffres romains c'est le nombre de courriers, représente le nombre de courriers qu'il a envoyés. Il y a certains courriers qui ne sont pas parvenus, vous allez constater qu'il y a des sauts de numéros, des courriers qui ne sont pas parvenus peut-être envalés par les flots de la mer, mais il y a l'essentiel qui est recueilli. Vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier cette générosité sénégalaise et j'ai envie de rester au Sénégal, à Dakar. Super pays,
il y a quelque chose qui nous rapproche. C'est presque indescriptible. Il y a l'hospitalité qui est presque dans le sang de tous les Africains. Je retrouve cela ici au Sénégal. C'est si spontané et si pur que des fois, j'ai l'impression d'être à Lomé. Nangadef. Mangi Firek. Yongi Firek, en tout cas, on lui souhaite vraiment de vivre longtemps ici au Sénégal. Que tout nous conduit au Togo et à Lomé ce matin. Entre le match et l'auteur que Khadi nous présente ce matin. Patron Enekou. Oui. Alors, bon, on va l'adapter ici au Sénégal. On va en faire un Sénégalo-Togolais. Voilà, voilà, tout à fait. Pourquoi pas? Il a parlé d'un sujet intéressant, l'irrégulière. L'immigration irrégulière. Je vais me retrouver l'immigration irrégulière. Il a justement utilisé une figure de style qui a permis justement un mort qui est décédé au fin fond de l'océan, qui a envoyé tout simplement des lettres à sa dulcinée. Voilà, effectivement. Alors, l'immigration irrégulière, c'est un problème complexe. Et des centaines de migrants voyagent dans des conditions qui ne sont pas adaptées à bord d'une pirogue. Ils confient leur sort à un inconnu, généralement que l'on appelle les passeurs. Donc, il faut les identifier. Il faut identifier ces passeurs, identifier ceux qui organisent ces voyages et les intermédiaires. Et il faut savoir que la vie à l'étranger est très difficile. Les immigrés, donc, ils sont dans les plantations agricoles, ils sont entassés, ils font des métiers véritablement très difficiles. Et je pense qu'il faut rester chez soi, profiter de la terre, et profiter également des structures que l'État a mis en place, telles que la DER. Également, il faut savoir que le problème de l'immigration est un procédé vraiment très ancien. Donc, l'immigration est une vieille histoire. Si on prend par exemple la conquête des États-Unis, ce sont les Irlandais. Les Irlandais ont fait la conquête en étant avec les Apaches. Donc, c'est une vieille histoire. Alors, je vous propose quand même de regarder le deuxième extrait. Patron Enekou revient sur l'immigration irrégulière. Regardons. L'immigration, d'abord, est compliquée et si on ajoute de l'immigration irrégulière, ça devient plus complexe. Le monde a survécu grâce à l'immigration, grâce à déplacement de peuples d'un point à un autre. De toute façon, le monde est peuplé par cela. Les Africains, des époques immémoriales, ont bougé. Ils ont colonisé, entre griffes, les autres parties du monde. Ils ont habité les autres parties du monde. Si aujourd'hui, on ne peut pas empêcher à des personnes qui voudraient trouver une meilleure vie ailleurs de le faire. Bon, maintenant, il y a un conflit entre la Déclaration des droits humains, je crois le 1er ou le 3e article, qui fait la place belle aux citoyens du monde de se déplacer, de s'établir partout où ils veulent, n'est-ce pas? Bon. Et les règles, les barrières qu'on dresse deviennent de ces entraves. Ce sont ces barrières-là, la difficulté de se déplacer et d'aller chercher mieux ailleurs qui font que les gens, en partie, qui font que les gens voudraient bien partir, mais qui sont contraints de passer par des voies qui sont dangereuses. Bon, de l'autre côté, il y a la condition à la maison qui ne favorise pas toujours l'épanouissement. Il faudra étudier tout cela, il faudra remettre toute la question sur la table et discuter franchement. Parce que quand les autres viennent chez nous, il n'y a pas tellement de barrières. Ils sont bienvenus. Ben, remontons l'histoire. Des fois, ils ne nous demandent même pas la permission de venir, mais on les accueille quand même. Et donc, je crois que la question doit être posée et discutée. Ouais. Je crois que la discussion, le dialogue peut nous permettre de trouver les meilleures voies pour régler cette situation. Il a touché un point important, le dialogue entre les différents pays. Pourquoi pas une solution à l'immigration irrégulière? Alors, on va continuer justement dans ce sens. Il nous propose une note de lecture que nos téléspectateurs adorent. Voilà, alors c'est à la page 59. Le poème s'intitule « Fleurs du Nil ». De ta voix joviale et suave, tu m'as retenu le souffle.
Je me sens comme emportée par les eaux heureuses du Nil bleu. Seule ma tête au-dessus du lit, festival, repose, mon corps frissonne au gré des flots de ce monde de passion ancestrale. J'abandonne mon cœur au rythme sec de sa cascade envoûtée et le pèlerin tremble au contact de tes longs pétales glacés et s'apprête à grelotter avant d'envoyer mon émissaire dans ton alcôve tropicale, irrésistiblement, irrésistiblement, irrésistible fleur du Nil. Radi, j'ai l'impression que tu vis vraiment ce poème en le lisant. Elle ne lit pas, elle déclame. C'est ça, le poème. Tu as ouais. trouvé Et le elle fait bon très terme. bien. Oui. Tu déclames très bien le poème, Elle les y met poèmes de la que tu lis. passion. Alors, Exactement, tu l'as déclamé avec beaucoup de passion. On va avancer justement avec une expression que tu nous proposes ce matin. Poudre de perlipimpin. De perlimpinpin. 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 Alors, il faut savoir que cette expression a été utilisée par le président de la France, Emmanuel Macron, lors d'un débat politique. Alors, ce qu'il a dit, il a dit que je vous propose donc ce que vous avez, c'est la poudre de perlimpinpin. En fait, c'est ce qu'il a dit de façon globale. Alors, c'est une locution nominale appartenant généralement au registre familier utilisé pour souligner l'inefficacité ou l'hypocrisie de certains propos. Voilà. C'est aussi en même temps un remède inefficace, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est un remède en général. Voilà, en général, c'est un remède inefficace. On sait que c'est inefficace. Voilà. C'est de la tout poudre ce qui est aux yeux, en inefficace. réalité, ça ne marche pas. Donc, lors de ce débat-là, Emmanuel Macron a dit, voilà, vous avez proposé donc des solutions... c'est de la poudre. C'est de la poudre de perlimpinpin. Très bien. En taille, il te faut mieux que ça pour guérir. Hein. C'est un jeune qui aime les expressions archaïques. On a vu ça, on a vu ça. Alors, on va continuer avec la nouvelle parution de ce matin. Voilà qui s'intitule La crise morale au Sénégal et c'est écrit par le colonel Tabaski Diouf et c'est paru aux éditions Harmattan, Sénégal. Très bien, et ce sera retrouvé en librairie. Merci beaucoup pour ta belle chronique. Merci. Ne nous propose pas de poudre de perlimpinpin. Jamais. C'est nous nous en propose tout le temps, en off. Alors, je sais que, bon, elle va pas me démentir, Sarah Louya. Je te laisse continuer avec la rubrique. Il y en a MBT. beaucoup quand on est enrhumé, malade et tout ça. Il y en a qui sont très inefficaces, mais il y en a qui sont aussi très efficaces. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps parce que le sujet de Khadi de ce matin sur l'immigration irrégulière, c'est très intéressant, d'autant qu'on avait un jeune en plateau. Mais on n'a pas le temps de débattre de tout ça parce que les avis sont vraiment très divers parce que le problème, il est très complexe. On va plutôt accorder le temps qui nous reste à notre invité Fatou Kassessar qui est en plateau avec nous pour nous parler du carnaval de Dakar. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de l'immigration irrégulière. Alors encore une fois, Fatou, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est déjà ce week-end le grand carnaval de Dakar? C'est déjà ce week-end. Merci Sarah, merci à toute l'équipe. Oui, c'est ce week-end, donc c'est J-3. Je n'ose même plus. Oui, c'est un événement donc, qui a lieu tous les ans, le dernier week-end du mois de novembre. C'est ainsi qu'on a fixé l'agenda. Et donc, avec un ADN très, très fort, en tout cas, que nous essayons de décliner à travers les différentes activités de ces 3 jours-là. Voilà, il s'agit d'aborder la culture sous ses différents aspects. Voilà, certes, c'est une fête. C'est un événement festif. Mais derrière, nous essayons d'avoir un impact et de proposer une programmation qui a du sens, en tout cas pour les spectateurs et pour les différents acteurs qui y participent. Donc, justement, pour cette 4e édition, quelles sont les innovations? J'ai vu qu'il y aurait des panels. Oui. D'abord, nous commençons par une table ronde autour de la culture et de son impact sur le développement local. Et toujours, là aussi, on est sur les différents aspects de la culture cohésion, la culture transmission, la culture économique et la culture éducation. Donc ce panel-là sera animé par le professeur Ibrahim Awan.
Donc, et puis on a voilà, des intervenants d'autres factures voilà, qui vont discuter autour de cette thématique qui est phare et qui est peut-être souvent un petit peu négligée, l'impact de la culture au niveau des terroirs. Ensuite, ça c'est le vendredi matin. Ensuite, nous avons 3 jours d'activité, d'animation sur un village qu'on installe cette année à Yoff. Et donc la première innovation pour nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'on inaugure une démarche de collaboration avec des terroirs. Et cette année, c'est Yoff, qui est un terroir particulièrement riche et qui a du sens par rapport à Dakar. Hein, avec une communauté lébou qui a encore des pratiques, parce qu'on est quand même encore dans la capitale, et pourtant on a la communauté lébou qui est très attachée à ses valeurs, à ses traditions, et donc on verra en tout cas un certain nombre une grande exposition, on va dire ça, avec une association qui s'appelle Apexi, une très grande association qui connaît l'histoire des Lébous et l'histoire de Yoff profondément, avec beaucoup de documentation. Donc c'est cette partie-là aussi, c'est une innovation. C'est la collaboration avec un terroir qui va mettre en avant ses atouts, son histoire, sa culture. Donc avec cette exposition-là, avec différentes manifestations culturelles. Donc, une autre innovation, c'est qu'on introduit également le cinéma dans notre activité. Donc, nous allons diffuser 3 films. Donc, 2 films de Ababakar Sam Maharam. Donc, on parle de La neige n'était plus et Djom. Et un film de Moussa Touré. Donc, la en pleine rue, en pleine capitale. Oui, en pleine rue. D'accord. Donc, La pirogue. Donc on parlait d'immigration. Le sujet revient encore. Le sujet revient, et d'autant plus que nous sommes à Yoff. On a le port de pêche qui est à côté, et donc dans notre programmation, nous prévoyons justement une sensibilisation aussi par rapport à la migration clandestine, donc à travers la diffusion de films et à travers aussi du graffiti ou du théâtre. Justement, j'allais poser la question par rapport aux cultures urbaines, sa place dans ce festival. Oui, donc les cultures urbaines sont toujours présentes. En fait, l'événement valorise la culture sous ses aspects traditionnels et contemporains. Donc ça veut dire qu'il y a l'enracinement et l'ouverture. Bon, je paraphrase Senghor. Donc il y a l'enracinement et l'ouverture. Donc la culture urbaine est très très présente à travers des concerts, à travers des danses. Et puis du graffiti est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sensibilisation autour de la migration. Alors si on veut ce week-end par exemple assister à ces différentes festivités, il faut aller où exactement? Alors pour toutes ces festivités-là, ce sera à Yoff, donc place Mamadou Diop. D'accord. Voilà, où le village est installé, où il y aura des stands, des animations, maquillage pour enfants. Tout au long du week-end. Tout au long du week-end. Projection Donc, de quand films. on dit carnaval, on est plutôt dans l'image du carnaval de Rio. On ne traverse pas les rues de Dakar, non, itinérant, on se balade. Donc, on ne traverse pas les rues de Dakar, mais on va traverser les rues de Yoff. D'accord. D'accord. Donc, il y aura bien sûr une parade, parce que qui dit carnaval dit parade. Forcément. Donc, il y a tous les aspects, un peu festival à côté, qui permettent d'animer les 3 jours, mais il y a quand même le temps fort, qui est la grande parade, donc des communautés culturelles. Je suis souvent curieuse de savoir comment est-ce que vous arrivez à financer et à organiser ces événements-là. C'est un gros challenge. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a un budget qui est dédié à cela? Comment vous faites? Bon, alors, c'est une excellente question. C'est absolument difficile, et c'est un euphémisme de financer ce type d'événement-là. Donc, pour tout vous dire, nous avons, au fil du temps, rencontré des partenaires associatifs qui sont vraiment engagés parce qu'ils sont chacun dans leur secteur et ils pensent que cet événement-là, ou en tout cas les événements culturels, ont un impact économique pour eux. Donc, c'est vraiment à travers ces associations-là, par exemple le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, les fédérations d'artisans, les fédérations de chefs cuisiniers. Cette année, on a le Tchad national autour du théâtre.
Donc nous avons comme ça un certain nombre de partenaires. Je peux citer aussi la mairie de Gandiaï, la mairie de Kolda. Donc ce sont des partenaires qui participent tous les ans et qui viennent en prenant en charge leurs troupes et leurs activités. Donc nous avons aussi des partenaires, le ministère de la Culture nous accompagne en général. Nous avons différentes structures qui nous accompagnent et la ville de Dakar avec laquelle nous avons signé une convention depuis le début de l'événement. Donc pour le financement, c'est très très difficile. C'est beaucoup d'engagement d'acteurs qui veulent exprimer leur art et qui y trouvent une plateforme. Assad? Oui, je buvais les paroles de Mme Sarr. Hein. C'est strictement l'ébou ou bien il y a d'autres cultures qui seront invitées dans cette activité? En fait, on essaie d'exprimer la diversité à chaque fois. Donc cette année, le thème c'est Dakar, capitale culturelle. Donc on est toujours sur une dynamique de diversité. Ça, c'est l'ADN de l'événement. Seulement cette année, nous sommes accueillis sur un terroir, l'ébou. Donc il y aura une représentation de la diversité, mais il y aura également, notamment à travers l'exposition et à travers la journée du dimanche, donc des animations typiquement l'ébou, régates, rabine, etc. La culture, c'est un fort potentiel. C'est vrai, on le sait, on le comprend, mais les acteurs culturels ont toujours du mal à convaincre, à se faire accompagner. Mais c'est un fort potentiel, Sarah, tu as raison, mais je ne suis pas sûre que les gens le comprennent vraiment. Les acteurs culturels l'ont compris. Oui, le savent, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment compris en tant que produit, je dirais même produit, à fort impact économique. Et pourtant, c'était, il me semble, l'année dernière, on a le Mondia Culte, donc c'est la réunion des États autour de l'UNESCO et de la culture. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à ce que la culture soit un objectif de développement durable à part entière. Mais est-ce que c'est pas quelque part parce qu'on n'évalue pas non plus? C'est-à-dire on organise l'événement, les gens y participent. Est-ce qu'après vous faites une évaluation pour qu'on ait une idée de l'impact que cela a pu avoir, par exemple, en 30 secondes, il est 59 Oui, bien sûr. Donc, il y a effectivement un problème d'évaluation, mais je dirais qu'il y a un problème d'abord de perception de ce qu'est la culture, de ce que ça peut apporter, de toute la chaîne de valeur économique et de métier qui est tout autour. Est-ce que... Le défi relevé, continue. Je vous donne encore 10 secondes, allez-y. 10 secondes, d'accord. Parce que cet aspect économique, pour nous, c'est un cheval de bataille. Parce que quand on organise un tel événement, est-ce que vous imaginez ce que ça implique comme métier autour? D'accord. J'ai parlé des acteurs du tourisme. Pourquoi des acteurs du tourisme, comme le CATS, veulent s'associer à l'événement? Parce qu'ils se disent que c'est un événement qui va attirer. C'est ça. D'accord, qui va attirer et qui va les faire travailler. Donc pourquoi on a des artistes qui souhaitent participer? Parce qu'ils peuvent se montrer et pourquoi pas avoir des contrats ailleurs. Donc on a des chefs cuisiniers, on a toute cette chaîne de valeur-là, y compris les métiers de l'événement, parce que on voit des personnes, on voit de la musique, mais comment ça se met là? Il y a des personnes qui travaillent derrière. Donc la culture a une valeur économique et sociale qui est tout à fait transversale. Effectivement, et en tout cas... Merci beaucoup. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je vous invite donc tous ce week-end. Les activités sont ouvertes et gratuites et ce sera place Mamadou Diop à Yoff. Donc vendredi, samedi, dimanche avec donc une grande parade le samedi après-midi. Donc tout est sur... I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we align was.